nous allons tout de suite entendre Marcel Mazoyer. Marcel Mazoyer qui donc va nous offrir une petite exploration de ce lien entre science, technique et agriculture à travers l'histoire longue, puisque la question agricole est, pour ainsi dire, aussi ancienne que la question de l'humanité elle-même. Sans plus attendre, Marcel, pourriez-vous nous donner quelques éléments de cette longue quête fondée sur l'expérience, fondée sur l'essai et l'erreur, qui fut celle de l'agriculture depuis son origine, grosso modo, jusqu'à ce que la science telle qu'on la connaît, vienne s'en mêler. Bien, d'abord, je crois qu'il y a deux espèces de sciences agronomiques. Il y a la science agronomique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui sort en partie des laboratoires, qui sort sous la forme de moyens de production et de machines, qui sort de l'industrie mécanique, de l'industrie chimique, etc. Et puis, il y a toute une série de connaissances extrêmement riches qui sont l'arrière-fond de l'agriculture depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui et qui continue, qui est les connaissances qui se transforment en savoir formalisé ou non, mais en tout cas en savoir-faire et en faire, qui sont nés de l'expérience professionnelle. Donc il faut distinguer ce qui sort des sciences qu'on pourrait appeler expérimentales, avec des montages expérimentaux, reproductibles, généralisables, vérifiables, etc., qui parfois passent par un intermédiaire d'expérience de terrain pour voir si ce qu'on a fait à très petite échelle et en modèle très réduit, et on appelle ça le champ d'essai, puis ensuite on passe du champ d'essai éventuellement aux exploitations agricoles dans leur diversité, et jusqu'à ce que ça devienne une technique, comme on disait dans le temps, vulgarisable, diffusable, développable. Bon, alors, si on s'en tient aux connaissances, alors l'agriculture comparée dans cette affaire, qui est un volet de l'agronomie, serait la science de l'expérience professionnelle, de ce que les agriculteurs font, de ce que sont et comment sont faites, comment fonctionnent les agricultures des origines à aujourd'hui, aux quatre coins du monde. Donc il faut bien distinguer la science agronomique qui dérive des sciences contemporaines qui sont très analytiques et fractionnées, à la science de l'agriculture telle qu'elle se pratique et qui suppose effectivement d'analyser ce qui se fait, d'essayer de comprendre pourquoi ça se fait comme ça, pourquoi ça marche, pourquoi à partir d'un certain moment ça ne marche plus. Alors, la science agronomique tirée de l'expérience professionnelle, elle est effectivement très ancienne. Elle naît avec l'agriculture elle-même, avant même l'agriculture, puisque l'agriculture, en tant qu'activité sociale organisée, prédominante dans la fourniture des biens alimentaires de l'humanité, elle remonte guère qu'à 12 000, 10 000 ans. Il y a 1000 ou 2000 ans de transition entre chasser, pêcher, cueillir, se sédentariser, puis devenir agriculteur à titre principal plutôt que cueilleur. Mais au fond, je suis tout à fait persuadé que semer une plante pour la voir pousser ou la récolter et apprivoiser un animal, voire même pour le faire vivre avec soi sans même l'avoir domestiqué, c'est-à-dire transformé au point qu'il ne ressemble même plus à son ancêtre sauvage ou à son co-sauvage, c'est plus ancien que l'agriculture elle-même. L'agriculture devient une pratique sociale généralisée quand les hommes ont déjà expérimenté tout ça, sauf que ça ne laisse pas de traces et que je peux toujours dire ça, on ne pourra jamais le prouver, ni d'ailleurs prouver le contraire non plus. C'est difficile de prouver que quelque chose n'a pas existé. Et c'est très difficile de prouver que quelque chose de discret a existé. Donc il y a ça. Mais maintenant, il y a des sciences formalisées, institutionnalisées, avant la science moderne, physico-chimique, etc., liée à l'industrie et à la révolution. La numération, la géométrie, l'arpentage sont très très anciens. Et il y a très longtemps, depuis sans doute les premières cités, pas forcément les premiers villages, mais les premières cités, que ces sciences-là, si on doit les appeler aussi comme ça, ont été utiles aux agriculteurs.
Je crois que l'astronomie était utilisée spontanément par les agriculteurs qui observaient les mouvements de la Lune, etc. Mais aussi, très vite, ça a pu être répercuté par des institutions citadines ou étatiques aux agriculteurs en tant que de besoin. Et puis, je voudrais rappeler qu'il y a des agricultures anciennes, les agricultures hydrauliques, dans laquelle l'expérience proprement professionnelle des agriculteurs vient s'ajouter une expérience, un savoir et un savoir-faire qui sont déterminants dans l'existence, l'extension, la reproduction de l'agriculture. C'est par exemple la science hydraulique. Je veux dire que l'aménagement de la vallée du Nil, ça commence par des petits barrages, des petits bassins qui conservent la crue assez longtemps pour que les limons soient bien déposés et imbibés d'eau, puisqu'on est dans un milieu désertique. Mais au savoir-faire des paysans eux-mêmes qui font ça de manière élémentaire ou des villageois qui le font de manière assez limitée, vient bientôt se substituer un savoir-faire plus large qui permet d'aménager des tronçons de vallées entiers, mais ça suppose un pouvoir hydraulique qui n'est pas la simple somme. C'est peut-être tiré de l'expérience des paysans, mais c'est l'expérience d'une bureaucratie dotée d'un savoir et d'un savoir-faire, les scribes. Et puis, ça va se généraliser à l'ensemble de la vallée du Nil. Et si on cultive la vallée du Nil après la crue, sans rien faire, on en cultivera au mieux que le tiers, et certaines années pas beaucoup, d'autres années un peu plus. Si on aménage en bassin, on pourra en cultiver 80%, et si on contrôle parfaitement l'eau sur 80%, l'eau et donc les limons et l'acquisition d'un stock d'eau qui va permettre de passer l'hiver et le début du printemps, ça conditionne complètement l'agriculture. Et ça conditionne un doublement, triplement, peut-être quadruplement de la population que la vallée du Nil, inondée tous les ans, peut nourrir et porter. Alors, ce savoir-là, moi je le considère comme un savoir scientifique concentré, élaboré au-delà de l'expérience des paysans, sans doute qui en tire parti, hein, ça ne peut pas commencer tout seul, il n'y a pas un scribe qui connaît l'hydraulique comme ça si les paysans n'ont pas déjà pratiqué à petite échelle. C'est un savoir qui se construit au fur et à mesure de l'aménagement et qui finit dans un savoir-faire hydrologique global, on pourrait dire, qui est celui des pharaons. Mais ça marche, mais ça marche un certain temps. Il y a des crises, il y a des hauts, il y a des bas, et on peut en parler. Autrement dit, ça vient de loin. Maintenant, il y a des périodes où il n'y a pas de relation tellement visible, mais elles sont visibles à travers des techniques. Il ne faut jamais oublier que l'agriculture, ce n'est pas seulement les techniques agricoles, c'est aussi toutes les techniques qui fournissent les moyens, en particulier les outils. Donc toutes les techniques de fabrication des outils, depuis la pierre taillée, la pierre polie, le bronze, le fer et ensuite la sidérurgie moderne, l'agriculture est liée à cette autre profession qui est celle qu'on appelait l'artisanat autrefois et qu'on appelle l'industrie aujourd'hui. D'accord. Quand est-ce que la science fait son apparition, son irruption de l'agriculture? Ou pour formuler les choses un peu autrement, quand est-ce que la science commence à s'intéresser à l'agriculture? Pourquoi? Et à travers quels acteurs sociaux? Bon, et j'ai répondu en partie à ça. Les sciences qui ne sont pas spécialement agricoles, mais qui vont très vite y être liées. Les sciences du nombre, de la géométrie, on pourrait en dire plus, les scribes du pharaon, et sans doute ceux de Sumer ou de l'Indus en faisaient autant, ils recadastraient chaque année les parcelles à distribuer aux agriculteurs, puisque la crue n'était jamais totalement identique d'une année sur l'autre. Donc il fallait redistribuer les terres chaque année. Donc c'était fondamental pour que ça fonctionne. Alors là, on voit bien qu'il y a une science et une technique organisée, institutionnalisée, qui s'intéresse à l'agriculture. La numération, c'est pas sûr. L'astronomie, c'est pas sûr, même si peu de gens n'avaient pas souci de l'agriculture en ces époques où l'agriculture était presque la seule grande activité économique. Okay ? Alors, ensuite, on voit des gens parmi les géographes, les historiens, les chroniqueurs, les littérateurs en tout genre, on voit qu'ils s'intéressent spécialement à l'agriculture. Mais ça, c'est depuis qu'il
qu'il y a une écriture, depuis qu'il y a une littérature. On voit Hésiode, on voit Virgile et d'autres, et puis les agronomes du Moyen-Âge, ceux du début des temps modernes. Ils s'intéressent à l'agriculture, mais pas au sens où un agronome qui fait des essais dans un champ ou autre s'y intéresse. Ils s'intéressent à l'agriculture. Ils font, avant qu'on le dise, de l'agriculture comparée. Alors, à quel titre et pourquoi? Les trois quarts du temps, parce qu'il y a ceux qui s'y intéressent un peu superficiellement, c'est les grands voyageurs, ceux qu'on appelle géographes ou historiens, peu importe, qui racontent ce qu'ils ont vu. Généralement, ils n'ont pas vu, c'est faux, tout ça. Ils prêtent à la vallée du Nil des rendements qui sont 10 fois supérieurs aux meilleurs rendements atteints nulle part dans toute l'histoire et encore aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas la question. Ça, c'est superficiel. Mais il y a tous ceux qui sont des propriétaires, des exploitants agricoles, qui sont aussi des érudits, qui savent en parler et qui s'y intéressent pour des raisons économiques, voire pour des raisons intellectuelles, parce que quand on pratique un métier, qu'on commence à écrire dessus, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les agronomes de l'Antiquité. Et on retrouve au Moyen-Âge des agronomes du même genre qui travaillent en Europe occidentale, et puis dans les temps modernes, les agronomes anglais, enfin, je vous cite quelques noms au passage, comme ça, Olivier de Serres, Duhamel du Monceau, même les physiocrates, François Quesnay. Au fond, c'est la science agronomique des grands propriétaires exploitants agricoles d'autrefois. Ce n'est pas les paysans illettrés qui le font. On commence à avoir des écrits de paysans, professionnels agricoles autant que les premiers, mais n'appartenant pas à la même couche de grands propriétaires, à partir, on va dire, du XVIIIe, XIXe siècle. Alors, cet intérêt pour l'agriculture, je trouve que connaître l'agriculture, qui est une activité économique, technique, sociale, de production, c'est aussi une science. Je revendique pour l'agriculture comparée que ce soit une science. Alors, est-ce qu'elle joue le même rôle que les sciences agronomiques qui sont expérimentales puis normatives à travers les techniques qui sont vulgarisées? Ce n'est pas la même chose. Il y a même parfois un certain antagonisme. C'est-à-dire ceux qui observent l'agriculture et qui réfléchissent à comment ça se fait qu'elle est comme ça, comment ça se fait qu'elle n'est pas autrement, est-ce que ce qu'on fait c'est bien, pas bien, tout ça par l'analyse comparative et les connaissances agronomiques aussi, bien sûr, et économiques aussi. Elle est moins dogmatique, même si elle se trompe et qu'elle peut l'être, mais elle est moins dogmatique que la science agronomique, science et technique agronomique, qui croyant qu'ils ont vérifié quelque chose à une échelle donnée, croyant que ça va se vérifier à d'autres échelles, et j'allais ajouter, et partout dans le monde, alors que les conditions écologiques, sociales, culturelles sont si différentes que ça ne va justement pas se vérifier. Alors ça, c'est assez typique de la science moderne, de l'agrochimie, de l'agromécanique, qui s'est développée avec l'industrie, bien sûr, qui est capable d'en fournir les moyens pratiques d'utilisation, mais dont on aura l'occasion de parler. Donc il y a ce mouvement général. Je ne sais plus quelle était votre question, c'est pour ça que je vais m'arrêter. Non, mais vous y avez répondu. Je vais traiter les suivants. Mais pour aller un peu plus loin, est-ce qu'on peut identifier dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire agricole de l'humanité, quelques grands modèles de relations entre science et agriculture? Et je poursuis ma question. Lesquels de ces modèles n'ont pas fonctionné et pourquoi? Et évidemment, lesquels de ces modèles ont fonctionné et pourquoi? On commence par distinguer. Alors, on a déjà distingué. Vous voyez bien que dans la très haute Antiquité, c'est-à-dire il y a 5000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il y avait une science technique institutionnalisée, étatisée, dans ce qu'on appelle les sociétés hydrauliques. Ça c'est un paradigme. Et quand on dit que c'est disons que c'est un mode de relation entre une connaissance concentrée, institutionnalisée, même si elle part en partie de la base et puis qu'elle y retourne. Donc la science hydraulique. Voilà. Et peut-être beaucoup de choses qui allaient avec, parce qu'il y avait peut-être des directives sur les dates de semis, les manières. Ça allait assez loin.
on n'était pas dans une agriculture administrée, mais ça pouvait dans certains cas y ressembler, quoi. D'ailleurs, certains ont comparé ces époques qu'on appelait despotiques orientales, je ne sais pas pourquoi on dit ça, parce que ça venait de l'Est sans doute, et puis, alors qu'il y en avait ailleurs, et des despotismes économiques, administratifs s'appliquant, y compris à l'agriculture moderne, comme l'économie planifiée et administrée centralement des pays dits socialistes il n'y a pas longtemps. Alors, ça c'est un modèle qui pratiquement existe peu en Occident. Il existe dans les sociétés agricoles hydrauliques, bon, du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi d'Asie lointaine, orientale, et sans doute aussi dans des sociétés hydrauliques moins avancées, mais quand même tout aussi organisées, qui étaient des sociétés hydrauliques agricoles d'Amérique centrale et du Sud, les Incas, etc. Mais qu'on connaît moins bien, alors qu'on devrait les connaître mieux, mais c'est comme ça. Alors, ça c'est un paradigme. En Occident, il n'y a pas de problème. L'agriculture est une affaire d'entrepreneurs individuels. Que ce soit des paysans, le paysan laboureur et soldat de Rome, de Grèce ou d'ailleurs, ou que ce soit les grands propriétaires d'esclaves par-dessus le marché, ce sont des entrepreneurs. Et qui travaillent sur commande ou à travers un marché qui vaut ce qu'il vaut, dans lequel l'État intervient ou n'intervient pas, ça dépend des périodes, mais c'est des entrepreneurs. Et il n'y a pas d'entreprise publique gérant tout ça, si ce n'est quand l'Empire romain s'étend, conquiert des terres, il va les distribuer, les cadastrer, les donner en concession, etc. Mais ce n'est que l'administration des biens. L'agriculture en tant que méthode de production n'est pas planifiée ni dans ses méthodes, ni dans un... Et donc, c'est un univers où l'entreprise individuelle, grande, petite ou moyenne, joue un rôle considérable. Et ça va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des agricultures familiales, individuelles. Et les seules ruptures qu'on a pu voir avec ça, c'est les tentatives d'étatisation, etc. Alors, dans cette affaire, qu'est-ce qui produit la technique, le savoir, etc. Deux choses. Les agriculteurs eux-mêmes, les artisans et industriels qui fabriquent les outils eux-mêmes, et là, ce qui va être lourdement déterminant en Occident, ça va quand même être l'âge du fer, et cet âge du fer perfectionné que représente le développement de la sidérurgie à partir du Moyen-Âge, qui va être capable de... et les artisans qui sont autour. Enfin, je veux dire que sans les cisterciens, qui sont la première multinationale de la fonte et de l'acier, et qui produisent assez de fer aux quatre coins de l'Europe pour qu'on puisse équiper les paysans comme des chevaliers cuirassés, c'est-à-dire qu'ils vont produire assez de faux, assez de socs de charrue, assez de cercles de fer, assez de pointes de bineuses, etc. Si on ne peut pas équiper les paysans avec ça, s'il n'y a pas cette sidérurgie qui est pré-moderne, mais qui est vraiment la matrice de la sidérurgie, il n'y a pas l'agriculture, il n'y a pas de naissance de l'agriculture moderne, des temps modernes. Au Moyen-Âge, ça commence au Moyen-Âge, puis ça se développe au XVIIe, XVIIIe, en Europe occidentale. Donc là, alors, naturellement, l'agriculture, elle a tous ses savoirs et savoir-faire propres. Mais qui a la connaissance de tout ça? C'est les paysans, c'est les artisans, c'est les moines, chacun dans son registre, et puis c'est les agronomes qui racontent ce qui se passe, qui le racontent en disant c'est bien, c'est pas bien, etc. Alors ça commence par De Crescens, ça continue par Olivier de Serres, Duhamel du Monceau, les agronomes anglais, etc. Mais là, c'est bien une agronomie de l'expérience professionnelle. Ce n'est pas une agronomie d'une science complètement étrangère ou isolée du processus de production. Donc, entre une agriculture avec science et technique étatisée, et il y en a depuis 5000 ans sur la Terre, et une agriculture où il n'y a pas une science et technique institutionnalisée, même s'il y a une formidable institutionnalisation. Comment on qualifie les monastères? C'est de l'économie privée ou publique? J'ai une petite hésitation. Mais c'est quand même une formidable institution. Les abbayes du fer. Il y en a d'autres.
Mais on insiste souvent sur les autres, alors que ce qui est important pour tout le monde, c'est celle-là, plus que les autres, sans doute. Enfin, tout au moins comme je le vois, je peux être aveugle aussi à d'autres aspects. En tout cas, voilà. Et puis arrivent les sciences expérimentales, parmi lesquelles je cite rapidement la chimie, etc. Puis, sachant que l'agronomie fait feu de tout bois, elle fait feu de l'agrochimie, mais il y a la connaissance du sol, les sciences du sol, vous en parlerez tout à l'heure, bonne connaissance ou méconnaissance du sol, il y a les deux, on pourrait en parler, et puis il y a toutes les sciences de la mécanique, etc. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie toujours, c'est les sciences économiques et organisationnelles. La comptabilité, c'est une science économique de l'entreprise, puis éventuellement d'un ensemble d'entreprises, puis éventuellement d'une économie dans son ensemble. Mais la comptabilité agricole, ça fait vraiment partie de la science utile à la production. Et ce n'est pas les agriculteurs d'aujourd'hui qui en ont. Moi, j'ai l'habitude de raconter que moi, j'ai appris l'économie agricole dans un centre national de comptabilité et d'économie rurale qui dépendait des chambres d'agriculture et qui était l'héritier du centre de comptabilité agricole de Soissons. Avant le centre de comptabilité agricole de Soissons et ce sont, je pense qu'on pouvait chercher dans les écoles et les universités françaises un endroit où on enseignait la comptabilité agricole de manière pertinente, pas seulement générale. Ce qui veut dire que la profession s'empare de fractions de la science. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement des époques, il y a aussi des différences historiques et géographiques très grandes. Ça dépend de conditions qui ne sont pas générales. L'agriculture, ça reste une science, on disait dans le temps, de localité. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais c'est une science qui est toujours diversifiée en fonction des écosystèmes et puis des histoires. Que vient changer l'industrialisation à ce panorama? L'industrialisation, c'est que apparaissent des activités capables de produire en masse des moyens de production extrêmement puissants que seule l'industrie peut produire. Je parle des engrais qu'on dit chimiques ou minéraux, mais enfin, ils sont minéraux pour une part. Les phosphates, c'est d'abord des phosphates naturels, mais ils sont ensuite traités avec un acide, etc. Bon, mais il y a aussi des produits de synthèse, et puis il y a les produits de traitement des cultures, etc. Bon, c'est clair que l'agrochimie, au sens large, c'est une science qui explique à la fois des choses qu'on savait depuis longtemps. Ce n'est pas avec les usines d'engrais qu'on a découvert l'usage des nitrates naturels. Les Incas se servaient déjà des nitrates naturels de la côte chilienne ou péruvienne. Les Égyptiens se servaient de vieux tels qui étaient des matières organiques fossilisées, minéralisées. Les paysans du Périgord ramassaient des phosphates au fond des trous, etc. Il y avait des paysans qui exploitaient des sables phosphatés en Flandre, etc. Qu'est-ce que fait la science? Elle explique la nutrition minérale des plantes. C'est quand même important et original. Des agronomes du XVIIIe siècle croyaient, les agronomes anglais, Jethro Tull, ils croyaient que les racines des plantes allaient sucer les minéraux utiles à la plante directement sur les limons ou sables constituant le sol. On avait simplement oublié qu'il fallait que ça passe par une phase soluble et que la racine n'absorbait que ce qui était en solution. Bon, la théorie de la nutrition minérale des plantes, bon, c'est lui. Ensuite, toute la science et la technique de comment il faut faire pour que ça arrive jusqu'à la plante et que ça lui serve à quelque chose, ça, c'est une science. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas le faire avant. Simplement, là, on va le décomposer, le comprendre, et donc on va apprendre à manipuler la nutrition minérale des plantes, mais cette manipulation, elle ne commence à avoir une grande importance qu'à partir du moment où on peut produire en masse, de manière à en généraliser l'usage, les produits nutritifs ou de traitement en question. Alors ça commence
la théorie commence au XIXe siècle, si je peux dire, hein, et puis la pratique massive liée au développement industriel des procédés de production, puis à l'apprentissage de savoir s'en servir et comment il faut faire des agriculteurs, on va dire au XXe siècle, et même, au fond, presque la deuxième moitié du XXe siècle. Avant, on le fait, on sait le faire, mais ça se généralise dans une toute petite partie du monde. Hein. Alors, pour les industries mécaniques et des moteurs, je passe, chacun voit bien d'où ça vient. Comment ça... Le vrai problème, c'est que là, on a une substitution massive de moyens de production et donc de savoir et de savoir les utiliser, etc. Substitution massive à tout un tas de savoir-faire et de pratiques qui jusque-là se passaient au niveau des paysans, ou entre le paysan et l'artisan du village. Mais pas beaucoup plus, sauf les agronomes baladeurs, les Arthur Young, les Dumont avant la lettre, qui, allant se promener quelque part ailleurs, pouvaient raconter ici ce qui se passait ailleurs et vice-versa, et puis faire des comparaisons éventuellement utiles. Et ça pouvait se répercuter au niveau de la production si, entre le peuple paysan et ces gens qui écrivaient et qui causaient, il y avait des relations suffisantes. Hein, ok ? Très bien. Alors, en guise de conclusion, parce que le temps tourne, est-ce que vous pourriez assez brièvement nous indiquer ce qui, à votre sens, distingue la science appliquée, la recherche appliquée, bien, de l'expérimentation de terrain? Ouais. Bon. Moi, je pense que la science moderne et celle qui est appliquée en agriculture, c'est une science qui expérimente, explique, transforme éventuellement en techniques utilisables des savoir-faire très circonscrits et limités. Et que de ce fait, bon, il y a les schémas théoriques liés à des expériences. Après, on passe au niveau du champ d'essai où on va mettre en relation 3-4 facteurs, la qualité du sol, les dates de traitement, les doses d'engrais ou de traitement qu'on a utilisées, etc. Mais un nombre de facteurs très limité. Quand on arrive déjà dans les champs, il y a beaucoup plus de facteurs de ça qui sont en cause. On dit la science en question est toujours quand même très réductrice, ce qui veut dire qu'elle ne va rien produire, que tout ce qu'elle va produire va être dangereux et énorme. Mais il n'en reste pas moins que le passage... En France, il y avait l'Institut de la recherche agronomique, il y avait les instituts techniques qui faisaient déjà, qui adaptaient déjà, rendaient utilisables. Puis il y avait très souvent, que ça soit formalisé ou non, l'expérience des agriculteurs. Mais n'oublions pas qu'il y avait par exemple les CETA, les centres d'études techniques agricoles. C'était des agriculteurs qui, de manière associative, coopérative, mettaient en commun leur expérimentation des choses qui les avaient satisfaits ou pas satisfaits, qui remettaient un peu en question, des nouvelles choses qu'il fallait quand même trier et adapter. Alors, ça c'est une chose. Mais ça peut conduire à des impasses incroyables et à des paradigmes complètement faux. Monsieur Naon, qui est là, va bondir, mais sans doute. Mais moi, j'ai quand même entendu deux agronomes de grand renom, un professeur d'agronomie d'une grande école d'agronomie ouest-européenne, je ne serai pas plus précis, puis quant à la date, il y a de la marge encore, qui disait « le sol est un support et la plante, on va la nourrir entièrement avec des apports extérieurs calculés en fonction de ses besoins. » C'est-à-dire, en gros, le sol, les mécanismes de production dans le sol de sels minéraux en solution pouvant être assimilés par les plantes, on les néglige, on oublie. Et avant qu'on apporte des engrais minéraux, comment les plantes se nourrissaient, etc. Première question, vous voyez, on en arrivait à une doctrine simplificatrice qui était une espèce de produit faux et dangereux d'une science mal comprise, d'une agrochimie qui ignorait ce qu'était un sol, comment il fonctionnait, etc. Et puis j'entends un directeur de division de la FAO un jour, directeur des sols et des eaux, mais je ne dirai pas la date non plus, comme ça on ne saura pas lequel c'était, il change, et qui disait le sol, paradigme complètement opposé. Le sol est un espèce de support inerte dans lequel on va
amener ce que la plante exporte, et puis et qui dit le sol est un être vivant. Le sol n'est pas non plus un être vivant, et ajoutait-il, et comme tout être vivant, si on ne le nourrit pas, il meurt. Ce qui est absurde. Mais ça voulait dire, dans les deux cas, il n'y aura de récolte et de durabilité que si on apporte des engrais minéraux d'origine extérieure, issus de la synthèse ou de l'extraction minière avec transformation. Ces deux paradigmes-là sont très dangereux. Ils avaient juste pour objectif de justifier une pratique unilatérale, abusive ou non d'ailleurs, de l'usage des engrais minéraux. Mais ce n'est pas vrai, un sol, ce n'est pas fait comme ça. Sol, il y a de la matière inerte, plus ou moins soluble, il y a des êtres vivants, et puis il y a de la matière organique morte, et puis entre les deux, il y a une solution du sol qui véhicule, qui transforme tout ça. Donc, quelque part, moi, voyant les apports que la science organisée, méthodique, avec ses étroitesses de vue et ses grandes capacités aussi. Et puis la pratique, moi je dirais que la recherche doit être, les 50 dernières années nous apprennent ça, elle doit être participative. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut orienter les recherches en grand et en particulier sans une relation difficile sans doute à trouver, à faire fonctionner, entre la science d'un côté, les professionnels de la production, mais aussi les consommateurs de l'autre. Et c'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Science doit être participative, sinon elle peut s'aveugler et produire des doctrines absurdes et conduire à des impasses graves. Et deuxièmement, ça doit être contrôlé démocratiquement. C'est-à-dire qu'il faut trouver ensuite, entre ces instances participatives qui gouvernent la science et puis la société dans son ensemble, un moyen de contrôle démocratique. Et ce n'est pas les comités d'experts, généralement trop proches ou trop inféodés à la science, à la technique, voire à l'industrie, qui suffisent. C'est plus compliqué que ça. C'est peut-être ce que nous apprennent, du point de vue de la gestion de cette relation, les quelques dizaines de dernières années. Merci beaucoup. On va tout de suite laisser la parole à un expérimentateur.